Donc je suis Bernard Boyeux, je dirige un bureau d'études qui s'appelle BioBuild Concept, qui est spécialisé dans l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction et qui a deux grandes activités, une activité de veille et de communication, donc au travers d'une plateforme numérique qui s'appelle Végétal, avec une lettre d'information qui est à peu près hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, et puis des événements comme Fibra Innovation qui sont des congrès internationaux dans ce domaine. Et notre activité principale, c'est l'expertise dans le domaine des biosourcés, notamment dans le développement de filières, l'accompagnement des acteurs dans ce domaine. Par exemple, nous pilotons un programme qui est porté par les ministères de l'Environnement sénégalais et mauritanien sur l'utilisation de roseaux. Et nous avons pour ce travail une délégation de l'ADEME en tant que maître d'ouvrage délégué pour coordonner tout ce projet sur la partie construction ou par exemple un autre programme que nous démarrons ces jours-ci qui est sur la normalisation des granulats végétaux pour les bétons biosourcés et nous faisons aussi la coordination de ce projet à côté de 8 autres partenaires. Voilà, donc ça, ce sont des activités et pour ma part, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans ce domaine et j'ai travaillé à différents niveaux, que ce soit la transformation au niveau agricole, l'industrie du bâtiment, les organismes professionnels. Et ce qui m'a permis d'accompagner un certain nombre de projets structurants. Je pense notamment aux règles professionnelles de la construction en chambre, que j'ai co-présidé, ou par exemple, j'ai été le premier représentant des matériaux biosourcés au sein de la CCFAT, ou beaucoup d'autres programmes de développement dans des territoires où, à côté de maîtres d'œuvre ou de maîtres d'ouvrage, etc. En fait, si on regarde ce qui se passe au niveau des matériaux de construction et surtout de la consommation de matières minérales au travers de tout le XXe siècle, on s'aperçoit que la consommation de minéraux et de matières fossiles pour l'énergie a été multipliée par 12. Par contre, dans la construction, ça a été multiplié par 34, donc de façon beaucoup plus importante. Et cette croissance, elle démarre beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale, à la moitié du siècle, et elle s'accélère sur toute la moitié de ce XXe siècle. Elle continue à s'accélérer sur le début du XXIe siècle. Et les perspectives aujourd'hui d'utilisation de matériaux minéraux sont aussi également en très forte croissance, ne serait-ce que pour répondre aux besoins des populations. Donc ça, c'est un premier sujet. Et quand vous regardez sur un autre plan l'augmentation de la population qui est attendue, les besoins aujourd'hui qui ne sont absolument pas couverts, actuellement, il y a à peu près un habitant sur 7 de la planète qui vit dans un bidonville. Selon ONU Habitat, d'ici à la fin de cette décennie, ce sera un habitant sur 5, c'est-à-dire la population de la Chine. Donc on a une équation comme ça extrêmement difficile à résoudre. Comment construire plus sans tous les impacts de la consommation de matières minérales. Et ces impacts, on sait qu'ils sont très forts, que ce soit sur les matières premières. On connaît la problématique du sable, on connaît les impacts du ciment. Tout le monde a lu que le ciment représentait à lui tout seul 5 à 6 ou 7% des gaz à effet de serre. Mais ce que l'on sait moins, c'est que parmi les matériaux manufacturés, le ciment est celui dont la progression en production de CO2 est la plus rapide et la plus croissante. Il y a un deuxième aspect qui est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui tout du moins, on a une approche très énergie et surtout consommation de l'énergie des bâtiments pendant leur vie, pendant leur exploitation, ne serait-ce que la réglementation qui est encore en cours aujourd'hui, la RT 2012, elle ne s'intéresse qu'à la consommation d'énergie des bâtiments pendant leur vie. Or, on sait depuis maintenant un bon moment, ne serait-ce que par des études qui ont été menées justement au début de cette RT 2012, que les matériaux représentent déjà à cette période à peu près 50-55% des productions de gaz à effet de serre de la construction d'un bâtiment durant sa durée de vie.
Aujourd'hui, l'expérimentation E+C- qui vient de se terminer et qui vient d'être analysée, parle aujourd'hui que les bâtiments de nouvelle génération de 65 à 85%. Or, face à ça, il y a un débat qui est très actuel, qui est celui de la RE 2020, qui occupe beaucoup l'actualité, qui fait état en fait de la nécessité de prendre en compte la totalité de la vie des bâtiments, dont cette partie de construction. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau et très innovant. Et c'est dans la ligne très, très droite des prescriptions du GIEC, dont le dernier rapport disait un certain nombre de choses à ce niveau-là, qui a été repris d'ailleurs dans un document publié par l'IFPEB et Carbone 4 il y a quelques mois, et qui remet en perspective les objectifs auxquels doit se confronter le bâtiment. Et on peut les mettre à 3 niveaux. D'abord, il faut réduire massivement la production d'énergie, la consommation d'énergie dans le bâtiment, donc les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées. C'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est de faire de l'émission négative, enfin ce que Jean Jouzel appelle de l'émission négative, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les puits de carbone, il faut stocker du carbone. Et la troisième chose qui est très importante, c'est qu'il faut aller vite, qu'il faut aller très très vite. Or, pour aller vite, le aller vite, il est aller vite pour diminuer les consommations, mais il est aller vite aussi pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et stocker du carbone. Et le aller vite, en fait, quand vous diminuez la consommation d'énergie d'un bâtiment pendant sa vie, les effets vont s'étaler sur toute sa vie. Donc, ramener au mètre carré, c'est quelques kilos de CO2 tous les jours par mètre carré. Enfin, tous les jours, tous les ans par mètre carré, vu la qualité des bâtiments qu'on est capable de faire aujourd'hui. Par contre, la partie qui est émise par la production de matériaux, elle a lieu immédiatement. Elle a lieu au janvier. Le jour où vous ouvrez la porte de votre nouveau bâtiment, vous avez déjà largué des tonnes et des tonnes de CO2 dans l'air. Donc le aller vite, il se situe beaucoup à cet endroit-là. Alors les matériaux biosourcés là-dedans, comment ils s'impliquent? Ils sont la seule piste que l'on ait qui conjugue l'ensemble de ces critères, notamment celle du stockage du carbone, des puits de carbone. À ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas de solution vraiment opérationnelle autre que celle-là qui soit capable de stocker du carbone. Et là, on a aussi une vision qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous mettez un arbre pour faire de la construction, en fait, l'arbre, il avait déjà stocké son carbone. Donc, vous ne faites pas un stock de carbone complémentaire. C'est l'arbre qui va repousser derrière, qui va stocker du carbone. Et cet arbre, pour restocker son carbone, il va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, suivant les essences que vous allez utiliser. Quand vous utilisez des matériaux qui ont une croissance très rapide, donc des productions annuelles, par contre, le carbone, il est restocké dans l'année qui suit. D'où cette idée d'analyse de cycle de vie dynamique, qui fait beaucoup de débats autour de la RE 2020. Moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour savoir si cette analyse de cycle de vie dynamique est opérationnelle aujourd'hui, si on peut l'utiliser, si elle est suffisamment fiable, si elle a suffisamment de consensus. Mais je sais par contre qu'il faut y venir, et qu'il faut y venir le plus rapidement possible, parce que c'est un des vrais critères dans le cadre de l'urgence climatique. On ne peut pas parler d'urgence climatique sans prendre ça en compte. On a mis un gros chapeau aux matériaux biosourcés, mais derrière, il y a des choses extrêmement différentes d'une filière à l'autre. Et donc, dans tous les cas, il faut l'analyser un petit peu cas par cas, parce que ce n'est pas forcément la même chose que vous fassiez une construction en paille ou que vous utilisiez un isolant. Ce qu'on peut dire de façon au-delà de ces précautions, c'est qu'il y a des matériaux parmi les isolants qui sont concurrentiels aujourd'hui avec d'autres matériaux. Je pense en particulier à la ouate de cellulose, qui est un matériau qui rentre dans les tarifs concurrentiels avec les autres isolants typiques. Si vous faites de la construction en paille, dans certains cas, on arrive à être tout à fait concurrentiel. Ce n'est pas toujours le cas, mais globalement, on trouve des solutions qui peuvent répondre à des exigences de coût, comme d'autres matériaux. Globalement, en fait, en 3 points. Le premier, c'est que c'est vrai que les matériaux biosourcés peuvent être plus chers encore dans certains cas que d'autres matériaux. Le deuxième, c'est que ces surcoûts
peuvent être en grande partie résolus si on prend les problèmes bien en amont et que si l'on conçoit les bâtiments, si la conception a été bien pensée, etc. Genre les vins. Et puis, en fait, il y a quand même beaucoup de chantiers qui se font, c'est-à-dire que quand même, les constructions biosourcées peuvent être tout à fait concurrentielles et sont retenues par un certain nombre de maîtres d'ouvrage. Par rapport à l'avenir, il est certain que les coûts vont diminuer. Aujourd'hui, les productions de matériaux biosourcés restent à des volumes très inférieurs à ceux d'autres matériaux plus conventionnels. Donc on a un problème d'échelle très important sur les coûts fixes, que ce soit la R&D, que ce soit le marketing, que ce soit les coûts d'évaluation technique, que ce soit en particulier la logistique, qui impacte très très lourdement ces matériaux, puisque les fabricants ne sont pas forcément répartis encore partout, etc. Donc on a tous ces coûts d'échelle qui devraient diminuer progressivement et rapidement si le développement se fait. Mais aujourd'hui, il est important de passer à l'échelle supérieure, surtout que ces matériaux n'ont pas de soutien financier, il n'y a pas d'exemptation de taxes, comme ça a pu être le cas par exemple pour les agrocarburants qui ont eu ce genre d'aide au départ. Les matériaux de construction ne l'ont pas, et donc il y a une montée en puissance, un passage à l'échelle qui est évidemment un peu plus difficile. Alors, les matériaux biosourcés doivent et répondre exactement aux mêmes exigences que tous les matériaux. Ils n'ont pas de cadre particulier ni de traitement de faveur dans ce domaine. Donc leurs performances, normalement, sont aussi validées que d'autres matériaux. Et comparer les performances, évidemment, si vous utilisez une laine de bois ou une laine de chanvre, elle aura peut-être un coefficient de résistance thermique qui sera un peu moins bon que telle laine de verre, par exemple. Mais cette laine de verre, elle a aussi un coefficient de résistance thermique moins bon qu'un panneau de polyuréthane ou qu'un isolant à changement de phase. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit pas performante, et ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas aussi massivement. Donc ce problème de performance, en fait, il est relativement réglé de ce côté-là. L'autre aspect qui peut-être inquiète les utilisateurs, c'est la fiabilité de ces matériaux dans le temps, leur durabilité, qui est un vrai sujet. Là-dessus, évidemment, on a une antériorité qui existe sur certains matériaux, sur certaines filières. Je vais prendre par exemple, pour ce qui est de la construction en béton de chanvre, on a un bâtiment de référence qui a été fait en 1986, qui est la Maison de la Turque, donc qui a exactement 35 ans aujourd'hui. À ma connaissance, il n'y a pas le moindre désordre alors qu'on était dans quelque chose qui était en pleine découverte et innovation. Autre exemple, la construction en paille, la maison Feuillette à Montargis a fêté ses 100 ans l'année dernière et elle a l'air très bien repartie pour un siècle nouveau d'existence sans qu'il semble avoir le moindre souci derrière. Et puis plus largement, les remontées d'experts, notamment au travers des travaux de l'AQC, d'expertise juridique au travers de l'AQC, ne font pas état de désordres particuliers avec ces matériaux qui sont de plus en plus utilisés. L'AQC a publié des recommandations, etc., mais comme elle le fait pour plein d'autres solutions. Donc il n'y a pas de problème spécifique de ce côté-là aujourd'hui. Voilà. Après, au niveau de leur emploi, eh bien là évidemment, on est dans un panel tellement large de matériaux qu'il faut répondre au cas par cas, chantier par chantier. Mais peut-être pour donner un peu un cadre, alors en fait quand vous utilisez des isolants, on est vraiment avec des matériaux de substitution qui ont les mêmes démarches, les mêmes exigences, les mêmes utilisations que les autres isolants, que ce soit des matériaux fibreux ou autres. Donc là, on est vraiment dans des systèmes constructifs tout à fait similaires. Il n'y a pas, et les compétences attendues pour le prescrire ou les mettre en œuvre n'ont rien de très très compliqué. En fait. Quand vous utilisez le deuxième catégorie, pour moi un petit peu, qui est la paille, les constructions en ballots de paille, qui est aussi un isolant, mais avec un système constructif très particulier. Donc moi j'ai tendance à les séparer des autres isolants.
Évidemment, là, il y a un système constructif qui est un système à base de sature-bois avec différentes possibilités. Donc, il faut là intégrer très en amont ce que l'on veut faire pour pouvoir avoir les réponses les plus pertinentes. Et puis la troisième catégorie, qui sont les bétons végétaux. Et là, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si c'est de la construction neuve, on a aujourd'hui des matériaux à base de blocs avec des prescriptions très précises, sous avis technique pour certains, etc., qui sont mises en œuvre assez simples et qui ne demandent pas de compétences très élevées. Évidemment, le système constructif doit être adapté. Ces bétons végétaux, ils ont un autre intérêt particulier, c'est tout ce qui concerne la rénovation, puisqu'ils sont très très bien adaptés à ça, en particulier dans le bâti, ce que l'on appelle le bâti antérieur à 1948, qui concerne quand même une très grosse partie du bâti français et du bâti en Occident, sur lequel ils apportent vraiment des réponses techniques assez, peut-être les plus pertinentes dans un certain nombre de cas, puisqu'ils ont des fonctionnements, en particulier la gestion de l'humidité, de l'hygrométrie, etc., très cohérente avec le fonctionnement du bâti ancien. Évidemment, ça demande là aussi des analyses, de comprendre, mais les gens qui font de la rénovation ont l'habitude de faire ces diagnostics et d'y répondre. Alors, ces filières, elles s'insèrent dans ce qu'on appelle la bioéconomie au sens très large, qui est toute l'utilisation de la biomasse pour une économie vertueuse, entre guillemets, qui est une économie de consommation de carbone, contrairement à l'économie basée sur le pétrole. Donc cette économie, elle se développe dans bon nombre de pays, et la France est un des pays les plus biodynamiques grâce, d'une part, à une agriculture forte. Dans le monde du bâtiment, évidemment, ça n'échappe pas à ça, mais il y a en France, et je crois que ça, il faut quand même le comprendre, une expertise dans ce domaine des biomatériaux de construction qui est reconnue au niveau international et qui est reconnue et attendue. Nous avons la chance d'avoir des scientifiques de très bon niveau dans ce domaine qui ont fait énormément de travail et des possibilités d'exporter un savoir, ce que l'on fait très très peu dans ce domaine. Au-delà de ça, je suis persuadé que ces filières ont un véritable avenir devant elles, pour peu qu'on leur en donne les moyens et que les développements se fassent harmonieusement. Pour ça, il y a deux choses essentielles. D'abord, c'est d'avoir une industrialisation de ces filières. Elles ont démarré très souvent sur des petites entreprises et des PME, voire des TPE très souvent. Les choses sont en train de changer. Les matériaux isolants, on sent la preuve, puisqu'il y a des majors comme Saint-Gobain ou Soprema qui se sont très largement investis dans ce domaine, même s'ils ne mettent pas encore peut-être toute la puissance qu'il faudrait derrière, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais les choses sont là au niveau de l'industrialisation et les industriels ne demandent que ça à se développer. Le vrai moteur derrière tout ça, même s'il reste bien sûr des choses à régler au niveau évaluation technique, etc., mais on a déjà toutes les bases pour le faire et ça se fait très rapidement. C'est vraiment que la commande, que la demande augmente. Et ça, c'est vraiment entre les mains de la maîtrise d'ouvrage. Il y a une maîtrise d'œuvre qui monte en puissance, les entreprises montent en puissance. C'est vraiment la demande de la maîtrise d'ouvrage qui fera que ces filières vont se développer demain. Alors, aujourd'hui, il commence à y avoir quand même un certain nombre d'architectes de maîtrise d'œuvre qui maîtrisent de mieux en mieux ces matériaux. Pour certains, encore une fois, c'est vraiment de la substitution, donc ça ne demande pas des compétences, il n'y a pas de difficulté particulière, ne serait-ce que celle du sourcing et de choisir le bon matériau pour le mettre au bon endroit. Mais c'est des compétences que l'on peut trouver à un bon endroit. Il y a un certain nombre des bureaux d'études qui montent beaucoup en puissance là-dessus. En matière, par exemple, de construction en paille, le bureau d'études Gaujard est reconnu partout pour son travail. Il a accompagné beaucoup de choses et porte beaucoup d'innovations, etc. Donc, on a déjà, au niveau de la maîtrise d'œuvre, un certain nombre de choses. À côté de ça, quand on veut avoir une vision plus globale, plus générale,
Par exemple, ce que nous faisons peut permettre de faire une analyse globale. D'autre part, notre démarche actuellement, c'est que nous sommes en train de passer une convention avec le CEREMA, qui dispose énormément de compétences dans le domaine. Il y a beaucoup de scientifiques et de techniciens d'un très bon niveau dans ce domaine. Et donc l'objet de cette convention, c'est d'être en mesure d'offrir, que ce soit au territoire, aux maîtrises d'ouvrage public, aux maîtrises d'ouvrage privé, etc., un service le plus large possible qui va, depuis une analyse très en amont d'une stratégie qui peut se mettre en place sur cette valorisation et l'utilisation des matériaux biosourcés, jusqu'à la fin du chantier, en passant par les choix de matériaux, en passant par l'évaluation technique, l'évaluation environnementale des bâtiments, enfin de tous les niveaux. Donc l'idée de cette convention, c'est bien de répondre justement à un frein qui peut être pour un maître d'ouvrage de se lancer dans une aventure comme celle-là. Je dis se lancer dans une aventure qui n'est pas très dangereuse quand même, c'est pas, mais de l'accompagner de bout en bout, ou en fonction de ses besoins, en fonction de ses compétences, en fonction de ses équipes, sur des démarches de ce type. Alors ça vise, le CEREMA a d'une part des compétences techniques que nous n'avons pas, nous sommes plutôt sur des approches de filière et de choix, de sourcing, etc. Et puis le CEREMA a une autre compétence qui est celle de développement sur les territoires, où ils sont très largement implantés, ce qui peut présenter des intérêts tant sur les ressources que pour la maîtrise d'ouvrage public dans ces territoires. Au-delà de ça, si je n'ai qu'une recommandation à faire à un maître d'ouvrage qui veut faire ce genre de choses, c'est vraiment de prendre les choses très en amont, même si on ne veut pas décider des choix à l'origine du projet. Il faut intégrer ça dedans pour ne pas se priver de choses et ne pas arriver en dernier recours à se dire « Ah ben là, je mettrais bien des biosourcés ». Là, ça devient difficile et en général, ça devient assez peu compétitif. Et c'est vrai que le rôle de la maîtrise d'ouvrage pour ces filières aujourd'hui est extrêmement important, puisque on a besoin d'une part de marchés qui se fassent dans de la synergie. Le monter en puissance des filières est toujours quelque chose de compliqué. Donc le fait de pouvoir le faire avec des maîtres d'ouvrage qui prennent le sujet d'un bout à l'autre et qui s'intègrent vraiment dans une démarche, ça peut aider énormément ces filières et faire des passages beaucoup plus harmonieux que ne peut le faire que quand on répond à des marchés, etc. Alors là aussi, et peut-être encore plus là qu'ailleurs, les matériaux biosourcés ne répondent pas à toutes les attentes et toutes les exigences partout. Ça rentre tout à fait dans la réflexion qu'il faut mettre le bon matériau au bon endroit, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait un seul matériau au monde qui réponde à tout, donc biosourcé ou pas. Au-delà de ça, on ne peut pas non plus construire des bâtiments 100% biosourcés comme on peut le lire ou l'entendre quelquefois. Ça n'a pas vraiment de sens et ça n'aurait pas beaucoup de pertinence. Et je suis persuadé que tous les matériaux répondent à des critères bien importants. Le béton que vous citez a des caractéristiques difficilement remplaçables. C'est une filière extrêmement dynamique, que ce soit les gens du béton eux-mêmes ou les gens du ciment travaillent énormément, proposent énormément de choses, évoluent énormément, notamment sur les aspects de carbone, qui est le point faible de ce matériau, tout le monde le sait. Mais il y a beaucoup de choses qui se font, et d'ailleurs aussi sur les bétons biosourcés. Ça fait partie, les bétons biosourcés font partie de la démarche d'amélioration du bilan carbone des bétons. Et on a un exemple très intéressant, qui est un collège, tout du moins le gymnase d'un collège qui est à Vitry-sur-Seine, qui a été conçu par le grand architecte du béton, Olivier Ricciotti, qui est vraiment un spécialiste et qui ne jure que par le béton, qui a intégré du béton de chanvre dans cette réalisation. Ce qui montre bien qu'en fait, on n'est pas dans des oppositions. Et d'ailleurs, les gens qui portent le plus le développement des bétons végétaux aujourd'hui
pour ne citer que les bétons végétaux, sont sans doute les fabricants de béton et de ciment. Si vous allez, le CIRIB, le Centre technique du béton, a fait plein de travaux dans ce domaine. Donc il n'y a vraiment pas d'opposition, c'est vraiment le contraire. Je pense que ça peut même être considéré, et je pense que certains fabricants de béton et de liants pour le béton, liants hydrauliques, considèrent les matériaux biosourcés comme une opportunité. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça et pas dans l'autre sens. De la même manière que Saint-Gobain, le numéro 1 mondial de la laine de verre, a investi dans la production de fibres de bois, d'isolants en fibres de bois. Donc vraiment, je pense qu'il y a surtout pas aller dans cette opposition qu'on a beaucoup senti dans un contexte actuel sur des annonces de la réglementation environnementale 2020. Je pense que c'est pas ça la voie, et on a besoin de la compétence et de l'énergie de tout le monde pour sortir de ce monde difficile où le carbone nous pose un vrai problème.